Salut à toi et bienvenue à bord de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va revenir un petit peu aux bases de cette chaîne, à l'époque où elle s'appelait encore Comment devenir PNC, car je te propose de faire un quiz CCA spécial facteur humain. Si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cliquez sur le bouton abonnement. N'hésite pas également à lâcher un pouce et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te rappelle qu'on parle du monde des hôtesses de l'air et des stewards. On parle également de voyages, d'astuces et de trucs et astuces pour savoir comment voyager intelligemment et réussir à devenir PNC. Également, instant auto-promotion, ça change des autres partenaires de la chaîne car je viens de lancer une petite boutique en ligne dénommé Galemood. Je te mets le lien dans la note de vidéo où j'ai mis en place des designs pour avoir des mugs, par exemple, comme celui-ci. Je te montre, si tu arrives à voir, Born to Fly avec ce petit bébé dans son long dos. On voit sa main, son petit bras potelé montrer un avion qui vole dans le ciel. Tout plein de choses comme ça, comme ma femme est un steward. Ma femme est steward, mais c'est moi la drama queen, etc., etc. Je te mets le lien dans la note de la vidéo et ben va voir faire un tour sur le site. Tu verras, le site il est encore neuf, il y a plein de choses qui vont venir. Par avance, je te remercie pour ton soutien si jamais ben, tu décides d'acquérir l'un de ces objets. Bref, maintenant que j'ai fait l'introduction d'usage, on va rentrer dans le vif du sujet concernant ce quiz CCA. Le quiz CCA du jour, comme je te le dis, c'est dédié au facteur humain. Le facteur humain, qu'est-ce que c'est? Je te mets une définition à l'écran et je la lis en même temps si jamais tu m'écoutes en audio, car je te rappelle que c'est également disponible la chaîne en format audio podcast. Alors la définition est l'objectif du facteur humain. Le facteur humain correspond à l'étude des comportements, des capacités, des limites et des interactions entre les personnes d'un environnement de travail complexe comme celui de l'aviation. C'est un domaine qui regroupe plusieurs disciplines, notamment la psychologie, la physiologie, la communication et l'ergonomie. Son objectif est d'améliorer la sécurité, la performance et le bien-être de l'équipage en comprenant comment des éléments comme le stress, la fatigue, la charge de travail ou encore la communication peuvent influencer les décisions et les actions du personnel navigant. Concrètement, cela permet de mieux anticiper les erreurs, de renforcer la coordination en équipage et d'adopter les bons réflexes en situation normale comme en situation d'urgence. C'est une base essentielle pour travailler de manière efficace et sécurisée à bord. Alors, les facteurs humains, c'est également ce qu'on appelle en anglais, vous l'entendrez également beaucoup lorsque vous deviendrez PNC, c'est le mot CRM pour Core Resource Management. Et c'est en fait, en plus des procédures de sécurité que l'on a à bord et qu'on apprend, également tout ce qu'on apprend lié au premier secours, le facteur humain ou CRM, ça dépendra de votre compagnie aérienne, c'est un point littéralement essentiel pour la réussite de passer une bonne journée au quotidien lorsque tout va bien, mais surtout lorsque quelque chose va mal ou que quelque chose peut potentiellement être mal, on se base du moins vraiment sur le facteur humain pour réussir à sortir d'une situation. C'est pour ça, par exemple, qu'on est toujours en binôme, qu'on vérifie ce que fait l'autre et que l'autre vérifie ce que moi je fais, par exemple, au quotidien. Ça évite de faire des erreurs et si on en fait, du coup, ça permet de les corriger dans la foulée. Le facteur humain tend vraiment à se développer de plus en plus dans les compagnies aériennes, car il faut savoir que statistiquement, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un crash au niveau de l'aérien, malheureusement, c'est souvent lié à une erreur humaine. Et c'est suite à cela, en fait, où le facteur humain a été développé de plus en plus dans l'aérien. On peut par exemple prendre le cas de crash où les équipages n'ont pas communiqué à une époque où il y avait par exemple de la neige sur un avion de, je crois que c'était de Air Canada, alors ça remonte aux années 70-80, qui s'est écrasé parce qu'en fait ils avaient vu de la neige sur l'aile, ils pensaient que quelqu'un d'autre l'avait vu, et puis au final pas, et puis au final l'avion s'est décollé, et puis s'est écrasé parce qu'il a été alourdi par la neige. On peut prendre par exemple un autre cas, par exemple tout ce qui est lié à un moment donné, il y a eu un crash parce qu'ils avaient mal converti les unités de fuel entre le galion et puis le côté métrique. Et finalement, quelqu'un l'avait vu, mais s'est dit bah non, il ne faut pas que je le dire parce que j'avais la peur du commandant de bord. Et donc là, pareil, c'est quelque chose qui a été développé par la suite. Ou encore, malheureusement, récemment, il y a 5-10 ans, je dirais maintenant,
disant on a eu le cas de la Germanwings avec le copilote qui s'est enfermé dans le poste de pilotage et qui a écrasé tout le monde. Et ben tout ça, c'est des choses que potentiellement tout le monde le savait, qui étaient un petit peu psychologiquement faibles, mais personne n'en a parlé. Donc encore une fois, ça montre que c'est vraiment des erreurs humaines qui sont à la base majoritairement des problèmes dans l'aviation. Donc c'est pour ça que le facteur humain est extrêmement important. Maintenant que j'ai fait cette introduction un petit peu longue, je vous rassure, je vais mettre tous les chapitres, les codes, timing dans la vidéo, dans les commentaires. Comme ça, vous avez juste à cliquer, sur le timing que vous souhaitez pour passer d'une question à l'autre. Pour chaque question, vous aurez, une réponse, enfin 3 possibilités de réponse, une seule est juste et après chaque réponse et ben, je vous ai fait, hein, avec, ChatGPT, j'ai essayé de générer, des images pour essayer de vous faire comprendre la réponse. Si c'est trop long, et ben, n'hésite pas à avancer. Si au contraire, tu as besoin de plus de temps, et ben, reviens, mets pause. La vidéo, elle est faite pour t'aider. Et si jamais tu as des questions, et ben, surtout, n'hésite pas. On commence de ce fait avec la première question. Je t'affiche ça à l'écran. Question numéro 1. Quel est l'un des risques principaux liés à une surcharge de travail chez un PNC? Petit A, une meilleure gestion du stress. Petit B, une prise de décision plus rapide. Ou alors petit C, une altération de la vigilance. Alors quel est l'un des risques principaux liés à une surcharge de travail chez un PNC? Les réponses, réfléchis bien, hein, normalement c'est beaucoup de logique. La réponse, c'est la réponse numéro C, c'est la troisième. Donc la surcharge, le risque principal d'une surcharge de travail chez un PNC, c'est une altération de la vigilance. Alors pour ce faire, je t'affiche également l'image d'explication. Et ben en fait, je t'ai fait un petit graphique avec les performances qui augmentent et la charge de travail en abscisse. Grosso modo, tu as le petit bonhomme qui dort à gauche, c'est-à-dire que tu as peu de performance et tu as peu de charge de travail. Donc, grosso modo, tu te fais chier, hein, tu t'embêtes, tout va bien, pas de problème. Vol de nuit, tout le monde dort, tu fais tes routines dans l'avion, tu vérifies tout le monde. Tu es à peu près à ce niveau-là. Au fur et à mesure que la charge de travail augmente, tu as tes performances qui s'accroissent. Donc là, c'est là où tu vois la courbe augmenter. Et durant la période maximum, la plus haute de cette courbe, c'est ce qu'on appelle la zone de performance. C'est là où, grosso modo, tu es au taquet de tes personnalités, de tes performances. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais cette courbe, eh ben, en fait, elle ne monte pas jusqu'au ciel. Au contraire, si ta charge de travail continue à augmenter, eh ben, bim, ta performance va diminuer. Et c'est là où, en fait, on arrive à la catastrophe, à une altération de la vigilance. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est on a une zone de performance où en fait l'équilibre entre la charge de travail et la performance est idéal. C'est là où tu es vraiment au maximum de tes capacités. Et au-delà de ça, eh ben, c'est quand on a par exemple des problèmes techniques qui arrivent, ou alors où par exemple tu as des cas médicaux, etc., etc., eh ben, tu peux potentiellement sortir de cette zone de performance pour arriver dans une altération de la vigilance. Question numéro 2. Quelle affirmation correspond à la notion de tunnel attentionnel? Petit A, être distrait par des sons ambiants. Petit B, focaliser son attention sur un seul élément et négliger les autres. Ou alors petit C, passer rapidement d'une tâche à une autre sans perte de performance. Alors, à quoi s'agit-il de notion de tunnel attentionnel? Eh ben, on va afficher la réponse tout de suite. Eh ben, c'est la réponse numéro B. La notion de tunnel attentionnel, c'est ce qui s'appelle focaliser tout simplement son attention sur un élément et négliger les autres. Mon image d'explication est la suivante. J'ai pris une image. C'est vraiment la notion de tunnel, en fait, où on voit vraiment juste son champ visuel est vraiment restreint et tout ce qui est autour, et ben, grosso modo, disparaît parce qu'on est vraiment focalisé sur une seule et unique chose. Typiquement, ça se passe tous les jours lorsqu'on a des embarquements un petit peu compliqués. Eh ben, on est focalisé sur l'embarquement et plus rien n'existe autour. Par exemple, moi, il m'arrive de devoir faire des appels à mes collègues en utilisant le signal d'appel. Eh ben, mes collègues sont tellement, ou l'inverse, hein, c'est pareil, sont tellement focalisés sur l'embarquement, sur le passager, il faut que ça passe, il faut que les bagages, etc., etc., que bah, les call bells, elles disparaissent. Et ben là, on les entend plus du moins. Bah là, c'est exactement ça, c'est vraiment ce côté tunnel et autour, plus rien n'existe.
Question numéro 3. Dans un équipage, un bon CRM, comme je te disais en introduction, Crew Resource Management, permet de, petit a, réduire la consommation de carburant, petit b, diminuer les conflits interpersonnels et favoriser la sécurité, ou alors petit c, supprimer la hiérarchie à bord. Alors c'est quoi un bon CRM dans un équipage? Tu l'auras deviné certainement, c'est la réponse numéro B. Cela permet de diminuer les conflits interpersonnels, donc entre membres d'équipage, hein, et favoriser la sécurité. Alors pour cette question-là, je t'ai fait cette image-là. Tout simplement, un bon CRM, ça donne une communication efficace et une sécurité renforcée. Donc là, on voit, hein, c'est un peu bateau, hein, les membres d'équipage, les pilotes, tout va bien, tout est bleu, tout est OK. Et ça, c'est vraiment la base, la base, la base. Je le répète, un mauvais CRM, dans ma compagnie aérienne, quelqu'un qui a un mauvais CRM, eh ben, il se fait licencier car c'est potentiellement un danger pour les passagers, pour les membres d'équipage, pour tout le monde. Donc ça, on n'en veut pas. Quand il y a un problème, on communique entre nous. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais il faut communiquer pour justement crever l'abcès et arriver à un stade où au final, eh ben, c'est trop tard. Donc ça, c'est vraiment le bon CRM, c'est vraiment la base de la sécurité. On passe à présent à la question numéro 4. Quel est l'effet physiologique d'un vol de nuit mal anticipé? Petit aparté, moi je déteste les vols de nuit, c'est un truc de fou. Dès que je peux les éviter, je les évite. Bref, quel est l'effet physiologique d'un vol de nuit mal anticipé? Réponse A, une vigilance accrue. Réponse B, une amélioration du rythme circadien. Ou réponse C, une baisse de concentration et des réflexes. Quel est l'effet d'un vol de nuit qu'on anticipe mal? Tu l'auras certainement deviné, la réponse est la C. Quand on anticipe mal un vol de nuit, eh ben, il y a une baisse de concentration et des réflexes. Ça paraît assez logique. Pour ce faire, je t'affiche cette image qui en fait résume le rythme circadien. Le rythme circadien, si ça ne parle pas, c'est quelque chose de totalement naturel, c'est quelque chose d'inné dans notre ADN humain et puis pour n'importe quel animal d'ailleurs. C'est simplement la synchronisation de notre corps avec les cycles de jour et de nuit. Naturellement, notre corps se réveille au moment où le soleil se lève et s'endort pour arriver à la nuit au moment où la lune sort à son tour. Et ça, c'est ce que j'ai mis, du moins c'est ce qui apparaît au niveau de la tête. De minuit à 6 heures, eh ben, il fait nuit, et de 6 heures, grosso modo, à minuit après, à midi, il fait jour. C'est caricatural, hein. Quand il fait jour, c'est là où on est le plus au taquet, et lorsqu'il fait nuit, c'est là où on est censé dormir, c'est le rythme circadien. Et forcément, lorsque l'on fait un vol de nuit, eh ben, on est à l'opposé de notre rythme naturel. À ce moment-là, au moment où on devrait normalement dormir bien au chaud dans notre lit, eh ben, on est dans l'avion en train de travailler, on est dans l'avion en train de surveiller que tout se passe bien, et forcément, on va à l'opposé de notre rythme circadien. Donc forcément, si on l'anticipe mal, si on ne se prépare pas, par exemple, en faisant une sieste par avance, dans l'après-midi, en dormant quelques heures, eh ben, forcément, le moment de faire le vol, eh ben, on est complètement déglingué. Et forcément, on augmente le risque de problèmes, on augmente le stress, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important lorsque l'on sait que l'on fait des vols de nuit d'anticiper tout ça. Et ça, c'est encore plus vrai lorsque l'on fait des longs courriers où forcément, il y a souvent un vol des deux en fonction qu'on va à l'est ou à l'ouest, où on va rentrer de nuit. Donc voilà, faites bien attention à cela. On passe à présent à la question numéro 5. Une erreur latente est une erreur commise par un passager, une erreur humaine non détectée immédiatement, ou alors une action interdite par la réglementation. Quelle est une erreur latente? On va voir la réponse. J'espère que tu l'as, parce qu'après, on va parler de quelque chose par rapport à ça. La réponse est la suivante, c'est évidemment la réponse B, une erreur latente. C'est une erreur humaine non détectée immédiatement. Donc là, on parle forcément d'erreur qui n'est pas volontaire, hein. C'est une erreur qu'on commet tous des erreurs tous les jours, c'est quelque chose de naturel et c'est ce qu'on appelle des erreurs latentes. Et ces erreurs, en fait, je t'affiche ça en même temps, je regarde sur mon ordinateur, voilà. Je t'affiche cette image. C'est ce qu'on appelle l'erreur latente. C'est la théorie du gruyère. Attention, tiens-toi bien, je perds mes mots.
C'est une théorie qui est encore valable, même si on en parle moins en moins, mais ça permet de vraiment visualiser la chose. Une erreur latente, comme on l'a vu dans la question, c'est une erreur qu'on commet, je commets, que tu commets, voilà, on en fait. Et en fait, ces erreurs, elles sont latentes, c'est-à-dire qu'elle est là, l'erreur, elle a été commise. Cette erreur, on part de la gauche de l'image, c'est en fait, on passe le gruyère, on passe dans un trou du gruyère et cette erreur, elle continue d'avancer. Deuxième chose, le temps passe et on peut potentiellement recommencer cette erreur. Et là, on repasse dans le deuxième trou de gruyère, etc. pour arriver à un troisième ou 4, 5, peu importe. Et là, en fait, l'erreur latente qui se passe dans la théorie du gruyère, c'est que dès que tous les trous du gruyère sont alignés, et ben l'erreur latente, elle va jusqu'au bout et on arrive au problème. Et c'est pour ça que on a des procédures où on se vérifie les uns les autres, que ce soit au niveau de la cabine ou au niveau du poste de pilotage, tout simplement pour éviter que ces trous de gruyère s'alignent et qu'en fait l'erreur latente soit à un moment donné détectée par quelqu'un d'autre, que ce soit par un collègue ou même parfois par un passager. Et en fait, eh ben, ce gruyère se ferme, le trou se ferme, et à ce moment-là, ben, le problème disparaît parce que l'erreur latente est détectée. Je prends un exemple tout bête, si jamais vous avez déjà pris l'avion, armement des portes, vérification de la porte opposée. Et ben rien que le fait de dire vérification de la porte opposée, que se passe-t-il? Et ben il se passe tout simplement que on travaille toujours en binôme globalement dans les avions lorsqu'on a des issues, et on va vérifier que notre collègue avec qui on est en binôme a correctement armé sa porte. L'erreur latente viendrait par exemple que moi, j'arme mal ma porte. Si je suis tout seul et que personne ne vérifie que j'ai bien armé ma porte, et ben à ce moment-là, je vais passer dans le trou de gruyère. Et à ce moment-là, et ben potentiellement, la porte, je vais mal l'enclencher et en cas d'évacuation, on va arriver à un problème. Et le fait de se vérifier l'un à l'autre, mon collègue va dire attention Sylvain, t'as mal à la porte, il faut que tu recommences. Et à ce moment-là, l'erreur latente est corrigée et le trou de gruyère est fermé et on évite le problème. Donc une erreur latente, ça c'est extrêmement important. Et comme dit, il faut bien comprendre la chose, c'est bien une erreur qui a été commise non de manière non intentionnelle, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès. Une erreur dont on fait de manière intentionnelle, bah ça c'est encore autre chose, c'est encore un plus gros problème, c'est que du coup on cherche à nuire à la compagnie aérienne et plus particulièrement à la sécurité de l'avion. On passe à présent à la question suivante. Attention, je t'affiche ça. Question suivante. Quel comportement favorise une bonne communication en cabine? Petit A, utiliser un jargon technique en toutes circonstances parce que nous, on est taquet avec la sécurité et avec nos termes aériens. Petit B, être directif à tout moment. Ou alors petit C, employer des phrases claires et vérifier la compréhension. Qu'est-ce qui favorise une bonne communication en cabine? La réponse est la réponse numéro C, employer des phrases claires et vérifier la compréhension. La communication en cabine ou la communication en général, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a la communication verbale, donc c'est concrètement ce qu'on entend par les oreilles, mais il y a également la communication non verbale, donc c'est les gestes, les signes, les comportements qu'on peut avoir qui font que le message est finalement passé. Et pour, disons, visualiser cette chose, j'ai mis cette image, quelque chose que tu feras au quotidien, donc vraiment est extrêmement important. C'est le briefing au niveau de l'explication lorsqu'on a des passagers au niveau de nos issues de secours, on se doit d'aller les voir et puis ensuite de leur poser des questions par rapport à l'utilisation d'issues de secours en cas d'évacuation, blablabla. Donc là, on voit l'hôtesse de l'air avec l'issue de secours dans sa main, hein, c'est caricatural évidemment, qui pose la question à ses passagers. Avez-vous compris? Avez-vous des questions? Et les passagers répondent oui, tout est clair. Et ça, en fait, c'est vraiment un schéma, on va dire, vraiment pour faire passer l'idée, c'est qu'en fait, en communication, par exemple, là, au niveau des passagers, il faut être certain que son briefing de sécurité a bien été compris par les passagers au niveau des issues de secours, que la langue n'est pas une barrière,
Parfois, on n'a pas moyen d'avoir des gens qui parlent notre propre langue ou alors une langue commune comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, enfin peu importe. À ce moment-là, on va passer par un autre type de communication qui sera du coup non verbale. Mais à la fin, il faut s'assurer que, les personnes en question, que ce soit, dans ce cas-là des passagers ou alors des collègues, personnel au sol, peu importe, que la le message qu'on a voulu passer est clair et net. Et pour ce faire, en fonction de qui on se trouve en face, il va forcément falloir adapter, son langage et potentiellement faire appel à un discours, du moins à une conversation, à des mots moins techniques. On passe à présent à la question numéro 7. En cas de stress aigu, le corps peut réagir par petit A, une amélioration durable de la mémoire, petit B, une vision rétrécie et des gestes moins précis, ou alors petit C, une augmentation de l'humour. Qu'est-ce qui peut permettre de stresser la réaction du corps? Et bien forcément, la réaction du corps, c'est la réponse B, c'est une vision rétrécie et des gestes moins précis. Je vous rappelle, au tout début, j'avais montré l'image avec ce tunnel où tout autour est flou. Donc là, c'est l'un des signes avec la vision rétrécie. Et je vous ai mis du coup en image, je vous affiche ça. L'hôtesse de l'air totalement paniquée parce qu'elle doit faire, elle a par exemple un cas médical à bord. Et c'est vrai, franchement, c'est quelque chose qu'on n'est pas naturellement conçu à affronter. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des gestes moins précis, possiblement des tremblements. La vision rétrécie, le champ vision se réduit, c'est la tunnelisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on a le rythme cardiaque qui augmente. Donc ça, c'est évidemment, il y a d'autres gestes euh, qui, euh, qui rentrent en jeu, sinon, enfin d'autres, du moins d'autres signes, comme par exemple l'augmentation de la sudation, possiblement un énervement, une perte de communication, parce que quand on stresse, forcément, on peut perdre la communication car on se renferme sur soi-même. Donc vous voyez, tout ce qu'on voit les questions depuis tout à l'heure, tout s'imbrique, c'est vraiment le facteur humain, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc le stress aigu, attention, il faut savoir le détecter. Et lorsque l'on est soi-même qu'on subit du moins l'effet du stress aigu pour x, y raison. Moi, la dernière fois, il y a peu de temps en arrière, j'ai eu un début de crise cardiaque et je peux vous garantir que j'étais vraiment dans une période de stress aigu ou alors, forcément, c'est compliqué. À ce moment-là, quelle est la bonne réaction? C'est de communiquer avec ses collègues et de dire: «Attention, là, je suis vraiment stressé parce que, c'est une situation qui me met hors de ma zone de confort. Donc s'il vous plaît, aidez-moi ou surveillez ce que je fais si jamais vous voyez que je fais une bêtise». Donc ça, c'est vraiment important à ce moment-là de faire appel à ses collègues et de passer l'info qu'on est au niveau d'un stress aigu. On passe à présent à la question numéro 8. Le biais de confirmation consiste à chercher des informations qui contredisent ses croyances. Petit B, prendre une décision uniquement basée sur les faits. Ou alors petit C, rechercher des éléments qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est quoi le biais de confirmation? Le biais de confirmation, c'est la réponse C, c'est rechercher des éléments qui confirment ce qu'on pense déjà. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire également attention. Le biais de confirmation, par exemple, c'est lorsqu'on dit, on est entouré du chiffre 8. Vraiment une bêtise, c'est vraiment un exemple bête. Le fait de croire qu'on est entouré du chiffre 8, fera en sorte que vous ne verrez que des chiffres 8, alors qu'il n'y en a pas plus que d'autres. Mais le fait que vous êtes confirmé dans votre tête, vous êtes dit, bah si, il y en a, forcément, ça fera qu'au final, vous en verrez plus, alors qu'il n'y en a pas plus. En illustration, je prends le cas d'une hôtesse de l'air et d'un pilote. L'hôtesse de l'air, pour elle, tout va bien, elle s'est dit que tout va bien, donc tout va bien, alors que lui, le pilote, s'est dit, alors il y a 3 straps, du coup c'est un copilote confirmé, il s'est dit: «Non, il y a un problème détecté», parce que lui, il est pas, dans ce biais de confirmation. Donc une nouvelle fois, on arrive vraiment au côté où c'est important d'être, en binôme, de se faire accompagner par quelqu'un. C'est pour ça qu'on travaille toujours en duo, voire plus, qu'on est toujours en équipe pour justement éviter de tomber dans ce genre de choses, de ce biais de confirmation. Voilà, tout à l'heure, par exemple, juste avant, je vous mentionnais par rapport au stress aigu, le cas que j'ai eu la dernière fois avec un début de crise cardiaque.
Et ben, le fait d'être à plusieurs permet d'avoir plusieurs points de vue et par exemple, si moi je donnais j'aurais plutôt potentiellement pu donner un mauvais avis sur l'état de santé de mon passager à ce moment-là, et ben, le fait que d'avoir plusieurs avis permet de me sortir de ma confirmation, de me dire: «Bah non, peut-être que ce monsieur, il fait pas une crise cardiaque, mais moi j'ai dit qu'il faisait, simplement une crise d'angoisse». Et ben, le fait d'avoir des collègues qui me disent: «Bah non Sylvain, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça», permet de sortir de ce biais de confirmation et de pouvoir potentiellement prendre la meilleure décision à l'instant T. On passe à présent à l'avant-dernière question. En équipage, quel comportement est dangereux en situation d'urgence? Vérifier les checklists avant d'agir, suivre uniquement son intuition sans coordination, ou alors utiliser le canal d'interphone. La réponse, en toute logique, c'est la B, c'est de suivre uniquement son intuition sans coordination. Cela jouer solo, ça c'est vraiment la chose qu'on ne veut pas voir en cas d'urgence, d'évacuation. Au contraire, il faut vérifier ses checklists avant d'agir pour s'assurer de ne pas faire de bêtises. Alors pour ce faire, eh ben, je te mets cette petite image à l'écran. Danger, manque de communication. Donc là, par exemple, on en voit un qui part à droite, l'un qui va à gauche, et puis l'hôtesse au milieu, là, qui a l'esprit tout embrouillé, parce qu'au final, chacun fait ce qu'il veut, et au final, il n'y a pas de coordination, et la coordination, c'est vraiment l'une des clés du succès pour avoir la sécurité au maximum dans l'avion au quotidien. Donc attention, manque de coordination, c'est un danger. Et enfin, dernière question pour ce quiz spécial facteur humain. Le stress peut être bénéfique lorsqu'il, petit a, est absent totalement, petit b, permet une mobilisation temporaire des ressources mentales, ou alors petit c, provoque une fatigue immédiate. Dans quel cas le stress peut être bénéfique? Il peut être évidemment bénéfique lorsqu'il permet une mobilisation temporaire des ressources mentales. Je te réaffiche rapidement le tout début, le premier graphique. Donc grosso modo, c'est lorsqu'on se trouve à ce niveau-là, dans la zone de performance, lorsque l'équilibre entre surcharge de travail, alors dans ce cas, ce sera dans ce cas-là le stress et les performances, ben, du coup, lorsque l'équilibre est bon, à ce moment-là, on se trouve là. Sinon, eh ben là, tu vois, je t'affiche l'hôtesse de l'air, hein, elle est ultra concentrée, elle a le dose de stress suffisant, du coup, elle est pleine d'énergie, elle est prête à agir, elle est déterminée, on le voit dans son regard. Et en fait, c'est ça, du coup, le fait que c'est important qu'il y ait du stress, mais pas trop, c'est de se trouver dans cette zone de performance pour ensuite pouvoir réfléchir activement, pouvoir agir en cas de nécessité et anticiper les actions à venir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode d'Histoire de Voyageur spécial CCA. J'espère que ce quiz t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire le nombre de réponses justes que tu as eues. Si jamais je n'ai pas été clair sur un point ou si tu as des questions, également n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner et je te dis à très bientôt.